Bien, chers amis, Valérie, je me suis permis de dire quelques mots sur du local, ce qui m'a permis de me représenter, de répondre à quelques questions et de me représenter individuellement. Après, là, Nelly qui fait du mauvais esprit. Et puis il y a deux questions passionnantes qui ont été posées d'ailleurs par deux de nos amis qui reposeront tout à l'heure et qui concernent directement les opérateurs transport. Je voulais simplement vous dire que, tout en souhaitant la bienvenue à Valérie Pécresse, lui dire qu'effectivement, c'était une très bonne chose que de faire ces bilans de mi-mandat qui nous permettent d'échanger et de permettre de rappeler aux Parisiennes et aux Parisiens ce qu'est et ce que fait la région Île-de-France. Parce que trop souvent, les Parisiens, puisqu'ils sont au cœur de la région, ont tendance à oublier qu'ils appartiennent à une région, une grande région, formée de 8 départements, si je ne me trompe, je parle sous autocontrôle. Et donc, qui fait beaucoup, et notamment en matière de transport. Et pour citer quelques exemples qui sont très locaux, c'est par exemple l'automatisation de la ligne 4 que nous avons connue de cette année. C'est une opération considérable, puisque vous vous rappelez que la ligne 1, qui est l'horizontale qui traverse Paris, Neuilly, Château de Vincennes, a été automatisée en 2001, et donc il a fallu attendre 25 ans, mais grâce justement à l'impulsion donnée par la région Île-de-France et IDF Mobilité, le nouveau nom du STIF, qui existait pendant longtemps, Syndicat des transports d'Île-de-France, que cette ligne 4, qui est la grande verticale, et qui relie 4 gares entre elles, 4 gares, nord à est, Montparnasse, etc. Et puis bon, la 4e, je viens de l'inventer, mais c'est pas grave. En tout cas, Saint-Lazare n'est pas très loin. Ça permet vraiment d'avoir un réseau digne du 21e siècle. C'est les bus, j'en parlais tout à l'heure, un réseau de bus. Moi, j'ai été émerveillé de voir les bus en quelques années se métamorphoser. Après, bon, tu reviendras sans doute sur la vitesse des bus. Il y a encore de l'amélioration, mais en tout cas, on a des bus qui ne polluent plus. Avant, on avait des bus qui polluaient énormément. Là, grâce au renouvellement, c'était une grande amélioration. Et puis, on l'oublie aussi, mais là, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, notamment devant Nelly et devant tous nos amis conseillers régionaux, c'est le boulot fait sur les lycées et également en matière d'enseignement supérieur. Et là, on est en première ligne ici dans le 6e arrondissement, mais le 5e également, avec le quartier latin, avec tous ces établissements d'enseignement supérieur que tu connais par cœur, de Paris-Cité, première faculté de médecine de France, jusqu'à Assas, en passant par les grandes écoles, les mines, etc. Et puis les établissements d'enseignement secondaire qui sont très connus, Saint-Louis, la Cité scolaire Montaigne, Fénelon, rénové, en tout cas consolidé grâce à 14 millions d'euros investis ces dernières années, et également la rénovation du complexe sportif du lycée, et puis aussi tous les établissements d'enseignement secondaire qui participent au service public de l'éducation nationale, de Stanislas à l'Alsacienne en passant par Sion, Sainte-Geneviève, et j'en oublie, et les grands établissements également professionnels. Tu as en première ligne Cyril Niol, qui est directeur du lycée Carcado-Cesval, le lycée Saint-Nicolas n'étant pas très loin. Carcado-Cesval, c'est plutôt à vocation tertiaire, mais dont les formations évoluent régulièrement, et Saint-Nicolas, c'est plutôt professionnel. Mais l'action de la région aussi se développe dans le domaine culturel. J'ai cité tout à l'heure le Salon du livre africain qu'on a lancé avec Éric Monjour à la mairie du 6e arrondissement il y a 3 ans, qui maintenant est dans le centre de Paris, puisqu'il avait un tel succès qu'on se demandait ce que faisait si nous n'étions pas devenus une mairie annexée par un certain nombre d'États sympathiques d'Afrique. On avait dépassé les limites de sécurité, c'était un tel succès. La région finance cette belle manifestation, comme elle finance également le marché de la poésie, première manifestation poétique de France, comme elle finance énormément d'autres manifestations. Je voulais le signaler parce que souvent la région arrive en second rang. Elle finance avec des collectivités. On a tendance à l'oublier. Ça, c'est important.
Et puis, bon, je pourrais citer beaucoup d'autres choses, mais j'ai déjà trop parlé et je te cède la parole. Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais vous remercier d'être là. Hein. L'objectif de ces petites réunions de quartier, je vais en faire 250 d'ici le 14 juillet, c'est de prendre vraiment le pouls du terrain. Parce que vous savez, on est à la moitié du mandat et ça fait 9 ans qu'on est élu. Et je ne veux pas finir comme tous ces politiques complètement déconnectés qui restent dans leur tour d'ivoire et n'en sortent pas. J'ajoute en plus que malheureusement tous ces déplacements de terrain me forcent à dire que je découvre chaque jour des trucs qu'on ne me dit pas. Et non, mais c'est assez tragique parce qu'on me dit des choses et je m'aperçois qu'on me dit pas la vérité. Là encore à la gare Saint-Lazare, j'arrive de la gare Saint-Lazare où j'ai les gens de la SNCF qui sont venus m'expliquer que tel truc et tel truc que je croyais qui marchait ne marchait pas, des usagers qui sont venus m'expliquer que telle ligne dont je croyais qu'elle fonctionnait ne fonctionnait pas, etc., etc. Des jeunes femmes qui se sont plaintes du fonctionnement du 3117. Vous savez, c'est le numéro spécial qu'on a mis en place pour les femmes qui se font agresser. Qu'une d'entre elles s'était fait suivre pendant une demi-heure, avait appelé le 3117. On lui avait dit mais si le monsieur ne vous touche pas et n'a pas d'arme, nous ne pouvons rien faire. Bon, si le type l'a suivi de Châtelet à Argenteuil quand même. Ça, comme diraient mes enfants, ça fout les jetons. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant parce que ces remontées de terrain, c'est le réel. Et moi, j'ai la théorie de ce que je réussis à faire, mais le réel du vécu n'est pas toujours le même. Et moi, je crois beaucoup en la politique. Hein. Je crois que la politique peut changer la vie des gens, mais à condition d'être solidement ancré dans le réel. Et puis évidemment aussi très désireux d'améliorer les choses et de l'intérêt général. Donc moi je suis surtout venue pour vous écouter et dialoguer avec vous, d'autant plus qu'à 21h vous avez tous un match et je pense qu'il y en a un certain nombre qui voudront retourner devant leur télévision. Il y a un match de foot. Je sens qu'il y a quelques-uns qui n'aiment pas le foot aussi dans la salle puisqu'ils se demandent de quoi je parle. Mais bon, il doit y avoir un peu les deux. Enfin en tout cas il y a un grand match du PSG ce soir. Et donc je vous laisserai repartir chez vous pour pouvoir être devant votre télé. Mais donc l'idée c'est vraiment qu'on échange et que vous me disiez vous comment vous sentez les choses vues de votre fenêtre. Mais avant ça, moi je voudrais surtout vous expliquer un petit peu quelle est la vision d'ensemble de la région. Parce que quand on est parisien, alors le pire, je vous raconte une anecdote, mais quand on est parisien, on ne se sent pas toujours francilien. On se sent d'abord parisien. L'année où j'ai été élu en 2015, j'ai failli avoir une petite attaque cardiaque la veille du vote parce que j'étais chez ma coiffeuse qui est parisienne et puis il y avait une dame qui était juste à côté de moi et elle me dit vous faites quoi dans la vie? Je lui dis je suis candidate à la présidence de la région Île-de-France. Elle me dit ah bon? Je lui dis oui. Et puis comme vous le savez, on vote demain. Et elle me dit on vote demain? Mais c'était l'année dernière. Je lui dis non, vous confondez avec le Conseil de Paris. Mais c'est vrai que les Parisiens, ils pensent maire et ils pensent Conseil de Paris. Mais quand on leur dit la région, ils savent même pas forcément qui vote. Vous voyez, bon, donc alors heureusement, on avait quand même bien mobilisé la dernière fois. On a quand même réussi à avoir quand même une bonne participation à Paris. Mais c'est vrai qu'il faut vous expliquer aussi en quoi la région, elle intervient dans Paris. Alors, en quoi est-ce que la région intervient dans Paris? D'abord, à quoi sert la région? Moi, mon obsession, depuis que je suis élue à la région Île-de-France, c'est de lutter contre les fractures sociales. Notre région, c'est à la fois la plus riche, la plus puissante d'Europe. Si nous étions un État indépendant, l'Île-de-France, nous serions le 6e État européen. Nous serions devant les Pays-Bas. Voilà, devant toute une série de pays de l'Est. Nous serons le 6e État européen, au-dessus de la Belgique, au-dessus de la Suisse. Nous serions le 6e État européen. Nous représentons 30% de la richesse du pays. 12 millions d'habitants, 8 départements, tu l'as dit. 12 millions d'habitants et 30% de la richesse, 80% de la finance, 80% des start-up de France, 80% de la French Tech, 40% de la recherche, 50% de la culture. 50% des artistes français vivent en Île-de-France. Voilà. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui, depuis le Brexit, la dernière
grande, j'allais dire, métropole globale de l'Union européenne. Voilà. Avant, il y avait Londres et nous. Maintenant, nous sommes les seuls. C'est quoi une métropole globale? Une métropole globale, c'est à la fois un centre politique, mais c'est aussi un centre économique, un centre financier, un centre culturel et un centre d'innovation. Voilà. Et nous recevons chez nous le monde entier. D'abord la France entière qui vient étudier, qui vient travailler, mais aussi le monde entier, puisque un étranger sur 2 qui s'installe en France s'installe chaque année en Île-de-France. Donc ça veut dire que nous avons, j'allais dire, des charges de centralité très importantes. Et nous sommes une région monde, nous accueillons le monde, mais ça a évidemment des avantages et des inconvénients. Et donc je vous disais, on est une région hyper puissante, hyper riche, première région d'Europe, mais on est aussi une région qui a des urgences sociales. Et nos urgences sociales, c'est le taux de pauvreté. Nous avons 18% de taux de pauvreté, c'est-à-dire 18% de personnes en Île-de-France qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est juste inacceptable. Et nous avons aussi une dynamique démographique forte. Je vous ai parlé de ces Français qui viennent de partout, ces étudiants, mais je vous ai parlé aussi des migrants. Et nous faisons aussi beaucoup de bébés. Alors pas à Paris, je vous rassure. Enfin, je vous rassure peut-être pas. À Paris, on fait plus de bébés. De toute façon, les familles quittent Paris. Voilà. C'est d'ailleurs un de mes problèmes. Parce que, en fait, pourquoi les familles quittent Paris? Pour 2 raisons. D'abord parce que Paris est devenu une ville trop chère, beaucoup trop chère. Et deuxièmement, parce que Paris n'est plus une ville accueillante pour les familles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un exode de Paris vers la banlieue. Alors, en quoi ça touche la région? Ça touche la région parce que c'est nous, la région, qui finançons tous les investissements, tu l'as dit, dans les services publics de proximité. Nous cofinançons tous les investissements. Donc, quand des familles s'en vont, Paris perd 3000 enfants par an. 3000 enfants par an depuis 10 ans. Donc, quand les familles s'en vont, eh bien, qu'est-ce qui se passe en banlieue? On me demande des crèches, on me demande des écoles primaires, on me demande des collèges, on me demande des lycées, et on doit cofinancer tout ça. Plus les médiathèques, plus tous les services publics, les maisons médicales, tout ça. Tous les services publics de proximité pour les familles qui arrivent. Donc en fait, la façon dont Paris est géré a un impact extraordinairement important sur les finances de la région. Et par ailleurs, évidemment, je vous donne un exemple, les lycées, nous sommes en charge des lycées. Nous avons 30 000 places de lycées supplémentaires à créer en banlieue. Et nous fermons 7 lycées à Paris. Nous avons fermé 7 lycées à Paris. Voilà. C'est ça l'impact d'une ville de Paris qui se vide de familles. Alors, quel est le rôle de la région? Le rôle de la région, c'est d'être un réducteur d'inégalités, forcément. Un réducteur d'inégalités. Pour ça, moi, je me suis attaqué dès le début à ce que j'appelle la banlieue ghetto. La banlieue ghetto, et maintenant il y a des ghettos même dans Paris et intramuros, c'est un quartier où il y a plus de 40% de logement social. Un quartier où il y a plus de 40% de logement social s'appauvrit. Et comme il s'appauvrit, les familles s'en vont, la classe moyenne s'en va. Pourquoi? Parce que la classe moyenne veut que ses enfants aient des meilleures chances de réussite. Et quand vous concentrez la détresse sociale au même endroit, ça crée des tas de problèmes. Des problèmes d'insécurité et des problèmes aussi scolaires. Et donc, ça fait baisser le niveau des écoles. Et quand le niveau des écoles baisse, les parents s'en vont. Sécurité et éducation, c'est les 2 priorités des Franciliens. Donc on a aujourd'hui en Île-de-France une nécessité qui est de refaire ville, de refaire cité et de remettre de la cohésion dans tout ça. De la cohésion. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose qui est peut-être pas très populaire dans Paris, mais dont vous allez comprendre la finalité. Premier geste de mon mandat, j'ai déménagé le siège de la région, qui était rue Barbet de Jouy, en face de chez le Premier ministre. Je l'ai déménagé à Saint-Ouen, dans la ceinture rouge. Pourquoi? Parce que, je voulais dire, il n'y a pas un bon côté, un mauvais côté du périphérique. Le périphérique, justement. Le périphérique est une coupure urbaine d'un autre temps. Le périphérique a été abandonné, pardon Jean-Pierre, mais abandonné littéralement par la ville de Paris. Pourquoi?
Parce que c'est une coupure avec la banlieue, et ça arrange, je pense, quelque part, la mairie de Paris d'être séparée de la banlieue. Et moi, j'aurais fait exactement l'inverse. J'aurais couvert une bonne partie de ce périphérique pour le rendre le moins nuisible possible pour les riverains, mais j'aurais du coup enlevé cette coupure entre Paris et sa banlieue, qui aujourd'hui est une coupure extraordinairement stérile. Voilà. Et le problème, c'est que personne ne s'est occupé de ce périphérique depuis des années. Je donne un exemple. On me dit qu'il y a du bruit sur le périphérique. Et vous savez comment on réduit le bruit en banlieue ? On utilise maintenant des nouveaux enrobés qu'on met sur les routes, qui absorbent le bruit. Ces nouveaux enrobés, je les déploie sur toutes les routes des autres départements. Ça fait baisser le bruit de 7 décibels. J'ai proposé à la mairie de Paris de mettre ces enrobés sur le périphérique pour baisser de 7 décibels. C'est énorme, hein, c'est qu'on divise quasiment par 2 le bruit. Ou par 3. De baisser de 7 décibels le bruit. J'ai dit, mais moi je finance 50-50 puisque c'est la mairie de Paris qui est en charge du périphérique. J'ai dit, je suis prête à payer la moitié. On m'a envoyé au plot et on m'a dit, non, on va baisser la vitesse sur le périphérique. Baisser la vitesse sur le périphérique, ça coûte 0. Hein. Ça coûte 0. Bon, ça c'est sûr. Ça ne nécessite aucun travaux. Mais ça te baisse de vaguement 1 ou 2 décibels. 1 ou 2 décibels la nuit, parce que le jour, on ne roule pas à 50 à l'heure. Hein. Donc c'est la nuit de 1 à 2 décibels. Alors qu'avec mon système, on baissait de 7 décibels. Et on baissait de 7 décibels le jour, quand les gens roulent sur le périphérique. Donc voilà. Donc vous voyez, le sujet que j'ai, c'est que nous avons, pour rendre cette région beaucoup plus belle, un certain nombre d'investissements à faire. Des investissements structurants. Et aujourd'hui, la ville de Paris est dans une logique totalement non coopérative avec la banlieue. Et cette logique non coopérative, les amis, elle vous nuit à vous, les Parisiens. Parce que les embouteillages, ça vient de quoi ? Eh bien, ça vient du fait qu'on est à Paris dans une logique de guerre d'usage de la chaussée et de la route. Et cette guerre d'usage, je vous invite, parce qu'il va bientôt peut-être y avoir une municipale à Paris, mais je vous invite à y réfléchir. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a décidé, la mairie de Paris, ce que je comprends, a décidé d'aller vers la piétonisation de Paris. C'est un projet, ça se défend. Dans la plupart des grandes villes, le centre devient de plus en plus piéton. C'est une évolution. Pour moi, je respecte les projets des maires. Mais ce qu'il fallait faire, c'était penser aussi l'arrivée des banlieusards, de ceux qui n'ont pas d'autre moyen que de prendre leur voiture et qui font vivre Paris. Parce que tous les gens qui travaillent dans les magasins, les vendeuses, toutes les coiffeurs, les artisans, les aides-soignants, les infirmiers qui font vivre Paris, on veut bien leurs bras, mais on ne veut pas leur voiture. Le problème, c'est que quelquefois, ils se lèvent très tôt. Quand vous prenez des horaires décalés, vous êtes obligé de venir en voiture. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de prendre les transports en commun la nuit. Donc elles viennent en voiture encore aujourd'hui, malgré les embouteillages, malgré toutes les barrières. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce que j'avais proposé ? J'avais proposé d'être dans une dynamique collaborative. Cette dynamique collaborative, elle correspondait à quoi ? À mettre des parkings relais aux portes de Paris. Vous mettriez des grands parkings relais, pas chers, il faut qu'ils soient pas chers. Des grands parkings relais aux portes de Paris, pas chers, en disant aux banlieusards, venez jusqu'aux portes de Paris, et puis la région vous prend dans des transports qui sont des transports propres, puisque vous avez compris, et Jean-Pierre l'a très gentiment dit, qu'il n'y a plus un bus à Paris qui circule qui est diesel. Oui, c'est le paradoxe, pardon, hein, je vais faire un petit peu de politique, pardon pour ceux à qui ça déplaira, mais quand je suis arrivé, tous les bus qui étaient achetés par Île-de-France Mobilité étaient diesel. Et on était soi-disant gérés par des écologistes. Bon, depuis que je suis là, vous n'êtes plus gérés par des verts, vous êtes gérés par des vrais écologistes, c'est-à-dire des gens qui achètent des bus électriques. Et donc dans Paris, fin 2025, il n'y aura plus un bus qui circulera, qui sera sale. Et je vais vous dire, j'ai un intérêt à ça. Parce que quand j'étais jeune mariée, quand j'étais jeune maman, j'habitais dans Paris intramuros et mon fils a failli mourir d'une bronchiolite à 8 jours parce qu'il a été intoxiqué par les gaz d'échappement d'une des grandes artères parisiennes. Donc,
la question de la pollution de l'air, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. Voilà. Et la lutte contre la pollution de l'air, ça commence par enlever les bus diesel. Donc nous, on a enlevé les bus diesel. Et donc, l'idée, c'était de mettre des bus électriques dans ces parkings relais et de faire rentrer les gens en bus. Mais avant, ils sont obligés de venir en voiture. Ça s'appelle une logique coopérative. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne peux pas vivre avec une ville de Paris qui n'est pas dans une dynamique coopérative avec sa banlieue. C'est ça mon sujet. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Alors, comment est-ce qu'on fait région néanmoins? À quoi sert la région? La région, elle aide à cofinancer plein de choses. Nous aidons à cofinancer, donc je vous l'ai dit, les bus et les pistes cyclables. J'ai un problème à Paris. Parce que la région cofinance les pistes cyclables à Paris. Mais aujourd'hui, ces pistes cyclables ne sont pas suffisamment concertées avec la population. Il y a un sujet piste cyclable. C'est qu'aujourd'hui, les pistes cyclables sont mises sur des grandes artères sur lesquelles roulent les bus. Et aujourd'hui, je n'ai plus de place pour faire circuler les bus et les vélos au même endroit. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, à mon sens, il faudrait qu'on lance ici à Paris une grande concertation sur comment on s'arrange pour que les piétons soient protégés des trottinettes, les trottinettes soient protégées des voitures, les vélos soient protégés des bus, mais que les bus continuent à circuler. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis au stade où les bus roulent à moins de 6 km/h dans certains arrondissements de Paris. Quand un bus roule à moins de 6 km/h, les gens préfèrent marcher. Donc je fais circuler des bus qui ne vont plus assez vite. Voilà. Donc j'ai été obligé de demander à la ville de Paris de monter enfin, j'ai obtenu ça, enfin une grande concertation pour qu'on se mette tous ensemble autour de la table et qu'ils acceptent de reconnaître qu'avec des pistes cyclables mal mises, les bus sont bloqués. Et par ailleurs, les voitures évidemment le sont aussi. Et là aussi, il y a un petit tabou. Moi, je suis désolée, moi je lutte contre la pollution, pas contre la voiture. Et ce qui pollue le plus, c'est les embouteillages. Et ça, c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire de nos amis de la mairie de Paris. Donc on a un vrai souci, c'est cette question des embouteillages. Il faut réfléchir à un plan de circulation intelligent dans Paris qui fera qu'on soit incité à ne pas contourner Paris. C'est pour ça que le périphérique, je me méfie, parce que la voie de covoiturage, sur le principe, c'est bien. Alors oui, on m'a dit que ce sera une voie de covoiturage sur le périphérique et pour les bus. Alors celui d'entre vous qui va aller prendre le bus sur la voie de gauche du périphérique, il est courageux. Hein. Donc il n'y aura évidemment aucun bus sur cette voie de gauche. C'est absurde. Il y aura pas, sur la voie de gauche du périphérique, il n'y a pas de bus. Le bus, il s'appelle tramway et il s'appelle le tram 3 et il fait le tour de Paris le long du périphérique. Ça, c'est ça le tramway du périphérique. Enfin, le bus du périphérique, c'est le tramway 3. Donc, il n'y aura pas de bus sur la voie de gauche du périphérique. Oubliez. Donc, on m'a dit, non, mais finalement, il n'y aura peut-être pas de bus, mais il y aura au moins du covoiturage. Bon, pour l'instant, moi, je prends la voie de gauche, je covoiture, par nature, puisque grâce à certains de mes adversaires qui ont obtenu qu'on me menace physiquement, j'ai un officier de sécurité, donc nous sommes 3 dans la voiture, donc moi, je peux covoiturer. Je suis sur la voie de gauche. Pour l'instant, depuis que la voie de gauche est réservée au covoiturage, je ne vois que des gens tout seuls dessus. Alors, ça commence à verbaliser le 1er mai. Moi, je vous ai dit, j'ai dit au préfet de police, et j'ai obtenu du préfet de police, que si jamais ça bouchonne et ça thrombose, on puisse, en temps réel, supprimer la voie de covoiturage, la suspendre. En temps réel. Parce que le vrai problème, c'est que ça peut créer une thrombose et ça peut venir embouteiller tous les arrondissements limitrophes du périphérique. Parce que les gens, ils vont chercher des itinéraires bis. Ils vont sortir du périph', vont chercher des itinéraires bis, ils vont se mettre dans les petites rues. Vous allez avoir des gens totalement désespérés, avec Waze branché, qui vont essayer de trouver dans Paris comment ils peuvent passer. Voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle la non-coopération. Et moi, je pense que plutôt que de faire de l'idéologie avec la voiture et les transports, on ferait mieux de se mettre tous autour de la table, de faire un diagnostic partagé. Qu'est-ce qu'on veut du périphérique? On veut qu'il pollue plus, on veut qu'il fasse plus de bruit. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce qu'on met sur la table pour faire ça? Vous voyez? Donc, bon, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est l'accessibilité des transports. Parce que si on veut passer à un Paris dans lequel on roule moins en voiture, il faut que les transports soient accessibles. Il faut que les bus roulent.
Maintenant, ils sont accessibles, les bus, mais il faut qu'ils roulent. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut que le métro soit accessible. Et c'est notre grand projet, Métro pour tous, que mes élus connaissent bien. Alors moi, j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai dit, maintenant, le métro pour tous, il ne suffit pas d'en parler. Parce que oui, moi, j'avais plein de gens qui me tapaient en disant, Madame Pécresse n'est pas capable de faire... Bah oui, non, Madame Pécresse, elle n'est pas capable toute seule de payer 20 milliards d'euros pour faire le métro pour tous. En revanche, si l'État dit que c'est un projet prioritaire, si la ville de Paris dit que c'est un projet prioritaire, on doit pouvoir, à nous trois, payer un métro accessible aux personnes âgées. Mais c'est, un, très cher, deux, pas possible partout. Et il faut quand même le dire, dans le 6e, toutes les stations ne pourront pas être accessibles. On a des petites stations dans des rues, en plus, qui sont classées au patrimoine. Enfin, bon, on n'y arrivera jamais. En revanche, ce qui est important, c'est qu'un certain nombre de hubs puissent être accessibles. Déjà, on a une grande fierté dans ton bel arrondissement, c'est qu'on a rendu le RER B totalement accessible. Donc, d'Enfer Rochereau, Gare du Nord. Donc, ça permet déjà d'avoir une ligne qui est complètement accessible. La ligne 1 est complètement accessible. Le RER A aussi est complètement accessible. Donc ça fait on a quand même quelques épines dorsales. La ligne 14, totalement accessible. Donc on a aujourd'hui quelques grandes lignes qui sont intéressantes. Aller à Orly directement de Châtelet en métro, porte à porte, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, ça change quand même la vie. Bientôt, malgré l'opposition des communistes qui ont réussi à retarder de 2 ans le projet en le déférant au juge administratif, nous aurons aussi un accès direct Châtelet jusqu'à Roissy. Et là aussi, ce sera très important pour pouvoir aller à Roissy avec un métro direct en 20 minutes. Ce sera sans arrêt, ce sera un truc incroyable. Donc on est en train de travailler à des transports en commun modernes et accessibles. Mais le métro pour tous, c'est encore un sujet. Donc, on va commencer par quelle ligne ? On va commencer par la ligne 6. La ligne 6 que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, puisque c'est Charles de Gaulle Nation via d'Enfer. Et donc, cette ligne, elle est importante aussi pour les habitants de la rive gauche. Et on va commencer par cette ligne. Et moi, j'ai dit, maintenant, ça suffit, on arrête d'en parler, on commence. J'ai, du coup, quand même réussi à convaincre la ville de Paris, qui a accepté de payer un tiers des études. Donc nous sommes avec la ville de Paris qui paye un tiers, mais l'État, aujourd'hui, qui n'a plus un copec, refuse de s'engager. Alors moi j'ai dit quand même, ce serait bien que l'État s'engage, parce qu'un jour, on aura besoin quand même qu'il y ait un signal qui est donné d'accessibilité pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap sur les lignes. Donc voilà. Donc vous voyez, les transports, c'est une bonne partie de mon quotidien, parce que les transports en Ile-de-France, c'est beaucoup plus que des transports. C'est de l'environnement, c'est de la qualité de vie, et puis c'est aussi de l'attractivité. Parce qu'un deuxième problème qu'a Paris aujourd'hui, c'est la fermeture des commerces de proximité. Et ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans le 6e, parce que le 6e a la chance d'être un arrondissement quand même extrêmement touristique, donc, et très visité. Mais aujourd'hui, dans Paris, énormément de commerçants ferment. Et ils ferment notamment parce que Paris devient de plus en plus difficilement accessible en voiture, et que les commerçants, ils livrent, ils ont besoin, etc. Puis il y a évidemment les livraisons par Internet. Parce qu'on fait baisser les voitures individuelles, mais on augmente la logistique, cherchez l'erreur. Donc on a de plus en plus de camions dans Paris. Bon. Donc le sujet, c'est aussi les commerçants dans Paris. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion. La région aide à l'installation des commerces. Il faut aussi qu'on ait une réflexion sur ces villages parisiens qui se vident aujourd'hui. Dans les missions de la région, il y a une autre mission qui est la jeunesse. La jeunesse, les lycées. Vous êtes dans l'arrondissement qui a les plus beaux lycées. Eh bien, vous n'imaginez pas dans quel état j'ai trouvé vos lycées. En 2016, quand j'ai été élue, les lycées parisiens étaient dans un état de vétusté totale. Les premiers que j'ai vus arriver dans mon bureau, c'était les 3 recteurs d'académie, Paris, Versailles, Créteil, et le préfet de région, qui me disent tous à l'unisson, on a besoin d'un plan d'urgence en Ile-de-France pour les lycées sont vétus, etc. Je dis, vous auriez pu le dire à mon prédécesseur avant, parce que quand même, venir une semaine après mon élection me dire qu'il faut tout changer, c'est un petit peu rude. Surtout que mes prédécesseurs, avec beaucoup de tact et de délicatesse, m'avaient laissé 0 archive. Donc je n'avais absolument aucune information sur les 500 lycées d'Île-de-France.
Donc on a passé 1 an à faire un audit de tous les lycées et on s'est aperçu au terme de cet audit d'1 an qu'on avait 200 lycées complètement vétustes, 200 lycées. Et donc j'étais obligée de faire des économies colossales pour pouvoir faire un plan d'urgence de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover les lycées d'Île-de-France et notamment les lycées parisiens. 5 milliards d'euros qui sont devenus, avec la guerre en Ukraine et le Covid, 6 milliards 6. 6 milliards 6 pour les lycées d'Île-de-France, c'est le 3e plus grand plan d'investissement de France après le Grand Paris Express, le super métro et les JO. 3e. Et le seul qui est porté à 100% par une collectivité locale. Alors c'est un parcours du combattant, ces lycées. On a fait Gabriel Fauré dans le 13e, n'est-ce pas, cher Habib? On a fait le lycée Montaigne. On s'est aperçu que le lycée Fénelon s'effondrait. Il a fallu relocaliser tout le lycée en urgence. Il s'effondrait, littéralement. Il s'effondrait. Donc on a remis 14 millions pour refaire le lycée Fénelon. C'est hallucinant. Bon. Et pourquoi c'est important? Parce que les lycées publics parisiens, c'est quand même historiquement les plus grands lycées de France. Et aujourd'hui, il y a 40% des Parisiens qui préfèrent mettre leurs enfants dans le privé. 40%. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans l'arrondissement de Stanislas, je vais mettre les pieds dans le plat. Une partie de la gauche m'accuse de donner des sommes colossales à l'enseignement privé et de sacrifier le public pour le privé. Ils ont réussi à faire écrire des articles dans Le Monde, dans l'IB, dans l'UMA, voilà, sur les sommes colossales que Valérie Pécresse a investi dans le privé. 10 millions d'euros par an. C'est hallucinant d'investir autant dans les lycées privés. Alors, voilà, comme il y a peut-être parmi nous des ingénieurs, ou en tout cas des matheux, je vous laisse juste calculer que 10 millions sur 1 milliard, parce que alors oui, donc, mon plan, j'ai mon vice-président au lycée, James Chiron, qui est là, mon plan de 6 milliards 6 sur 10 ans se traduit aujourd'hui, puisqu'on est en pleine montée en puissance de ce plan, il se traduit aujourd'hui par le fait qu'on dépense 1 milliard d'euros par an pour rénover des lycées publics. Nous avons 1000 chantiers en cours par an dans les lycées publics d'Île-de-France, 1 milliard par an. Donc, les ingénieurs parmi vous auront tout de suite calculé que 10 millions par an, chiffre que je ne nie pas, hein, donné au privé, sur 1 milliard par an donné au public, ça veut donc dire que je donne 1% de mon budget d'investissement au privé et 99% de mon budget d'investissement au public, qui ne reçoit que 80% des élèves sur toute l'île de France, puisque c'est 80-20. Ah bah bien sûr c'est légal. Non mais tout ce que je fais est légal, monsieur Lecoq, par définition. Non mais tout je fais. Ah oui parce que alors ils disent c'est extra légal. Alors, la notion d'extra légal, ça veut dire illégal pour moi. Extra légal, ça n'existe pas. C'est pas extra légal, c'est des aides facultatives. Donc je donne 10 millions d'euros d'aides facultatives au privé. Pourquoi je donne 10 millions d'euros d'aides facultatives au privé? Pour faire l'accessibilité handicap et pour faire la sécurisation. La sécurité, pourquoi? Je vais vous en parler tout à l'heure de la sécurité. Mais j'ai été élu en décembre 2015. Pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés, mais pour ceux qui étaient nés, 2015, décembre 2015, parce qu'il y a des jeunes dans la salle. Ce qui est en 2015, pour les autres, c'est quand même au lendemain des attentats du Bataclan. J'ai été élu au lendemain des attentats du Bataclan. Est-ce que vous pensez qu'au lendemain des attentats du Bataclan, les lycées privés, qui sont souvent des lycées confessionnels, étaient moins en risque attentat que les lycées publics? Non, ils l'étaient tout autant. Tout autant. Et moi, la sécurité, je suis désolée, c'est comme l'accessibilité handicap. Le lycéen qui choisisse le privé ou qui choisisse le public, il doit avoir le même droit à la sécurité, il doit avoir le même droit à l'accessibilité handicap, il doit avoir le même droit au manuel scolaire gratuit, le même droit aux aides à la cantine, parce que c'est des aides sociales. Parce que sinon, c'est autoréalisateur. Vous savez, certains de mes opposants disent ah ben il n'y a que des riches dans les lycées privés. Ben oui, mais si forcément les manuels ne sont pas gratuits, la cantine n'est pas gratuite, si vous rajoutez les 1000 euros de cantine, plus les 300 euros de manuel, plus les ordinateurs, etc., et que tout ça, je le donne au public, mais pas au privé, évidemment, les familles, elles vont choisir. Celles qui pourront aller dans le privé, ce seront les plus riches. Donc moi, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est le libre choix des familles.
C'est ça à quoi je suis attachée. Mais pour en revenir à nos lycées publics, il n'est pas question de nos lycées publics se dévaloriser. Et donc 99% de mon budget est consacré aux lycées publics. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont dans un état épouvantable. Et que les lycées privés, eux, sont bien gérés, ils ne sont pas dans un état épouvantable. Voilà. Donc, je vous ai dit ça parce que ça me tenait à cœur, surtout qu'on m'a fait vraiment des mauvais procès sur cette affaire. Et donc, l'éducation est le cœur de mon projet. Je veux que les jeunes en Île-de-France, ils aient tous les mêmes chances, quelles que soient leurs origines, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit la situation sociale de leurs parents. Et pour ça, je leur donne des ordinateurs gratuits, des manuels scolaires gratuits, une application La Base qui est là derrière vous, pour qu'ils puissent tous pratiquer du sport, faire de la culture, avoir un vélo, avoir des aides pour leur imaginaire. Alors à Paris, vous en avez moins besoin parce que la mairie de Paris, à grand renfort de beaucoup d'argent, fait les transports gratuits pour les jeunes, ce qui n'est pas le cas dans les autres départements. Donc je paye pour les autres départements. Mais La Base, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'application de la région sur laquelle on trouve toutes nos aides à la jeunesse. Et on fait aussi des opérations pédagogiques. Des opérations pédagogiques qui devraient être faites par l'État. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans la région où on a assassiné un enseignant, Samuel Paty, parce qu'il montrait des caricatures. Et donc, évidemment, c'est devenu très difficile pour les professeurs de montrer des caricatures dans les lycées. Et surtout, ils ont un peu peur parce qu'ils ne savent pas très bien comment les présenter. Nous, Charlie Hebdo est venu nous voir et ils nous ont dit, ils sont venus voir toutes les régions. Ils ont dit, on aimerait, pour l'anniversaire des 10 ans de la tragédie de Charlie Hebdo cette année, nous voudrions que les lycéens qui avaient 5 ans ou 6 ans à l'époque de Charlie Hebdo, eh bien, on leur parle de Charlie Hebdo. Et ils nous ont dit, on voudrait faire un projet pédagogique autour des dessins de presse. Et donc, c'est nous, la région Île-de-France, qui avons financé, avec Charlie Hebdo, un projet qui s'appelle les 12 dessins qui font la République. Et ces 12 dessins, alors ça commence évidemment avec Louis-Philippe Ampoire, avec l'affaire Dreyfus, enfin il y a des dessins qui sont archi connus, qui ont fait l'histoire. Et ça se termine par des caricatures de la jeunesse. 92% des jeunes ne lisent qu'un livre par an et on voit un jeune qui essaye désespérément de déchiffrer un manuel d'utilisation d'un smartphone. Vous avez des caricatures des religions, de toutes les religions. Voilà. Alors, une caricature assez drôle où on voit un prêtre, un rabbin, un imam avec la Bible, la Torah, le Coran, et puis c'est et Dieu inventa l'humour, et puis les trois qui ont un air très rébarbatif et qui disent c'est écrit nulle part. Voilà. Mais parce que l'idée c'est de décrisper les choses et de montrer que le rire n'est pas l'ennemi des droits de l'homme. Le rire, au contraire, c'est une liberté. Donc tout est fait autour de ça. Mais comme c'est un projet militant, ça se termine par la caricature, la une de Charlie Hebdo, au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, où on voit un professeur lardé de coups de couteau, et avec des élèves apeurés qui le soutiennent. Il est en train de tomber, et les élèves sont derrière lui, et ils disent « Nous sommes tous derrière vous ». Voilà. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la société se réfugie derrière le pauvre enseignant qui est, lui, la première victime, le premier rempart, le premier bouclier face à tous les obscurantismes, les terrorismes, l'islamisme, etc. Donc on a fait ce projet. Et ce projet, on l'a envoyé dans les lycées. Et les professeurs m'ont écrit pour me remercier en disant « ça aurait dû être fait par l'éducation nationale ». Mais le problème, c'est que, on est dans une société du pas de vague, on est dans une société complexe. Pour avoir un programme comme ça fait par l'éducation nationale, il faut avoir l'autorisation de la terre entière. Nous, on l'a fait tout seul. On est allé voir ensuite les rectorats, ils nous ont dit ça passe. Ils voulaient pas évidemment de la caricature de Dominique Bernard, on leur a dit c'est pas négociable. Ils trouvaient que c'est trop violent. On leur a dit c'est pas négociable, c'est des lycéens. Et on a fait ce projet. De même qu'on fait pour le 80e anniversaire de la libération des camps, on a doublé nos voyages à Auschwitz. Nous emmenons, l'Île-de-France emmène 40 lycées cette année à Auschwitz et nous en emmenons d'habitude une vingtaine. L'idée, c'est que tous les ans, des lycéens de toute l'Île-de-France puissent toucher du doigt avec la Fondation pour le mémorial de la Shoah ce que c'est que le drame de la Shoah.
Voilà. Pour éviter les fake news, la désinformation, etc. Donc on fait beaucoup d'activités pédagogiques. Et aujourd'hui, on est en train de faire rentrer de l'intelligence artificielle dans le dispositif pour aider les profs à faire leurs cours, pour aider les profs à corriger les copies, pour aider les élèves aussi à s'auto-corriger, et pour permettre aussi beaucoup de soutien pédagogique pour les élèves en situation de handicap. Voilà. Donc la région fait plein de choses autour de l'éducation, et on va continuer. On donne des bourses mention très bien pour les bacheliers boursiers, des bourses de 1 000 € pour les bacheliers boursiers mention très bien. Là aussi, parce qu'on veut qu'ils soient des contre-modèles. Dans un certain nombre de quartiers où on a du deal, des gamins qui tiennent les murs, on veut que le bachelier mention très bien soit la fierté de sa famille, de son quartier et de son lycée. Donc on leur donne 1 000 €. Vous voyez, on fait ce genre d'opération. Pour les bacheliers, pour les jeunes qui ont arrêté avant le bac, on fait des bourses de 1 000 € pour qu'ils puissent reprendre leurs études à n'importe quel âge. Parce qu'on considère que l'adolescence est un moment extrêmement compliqué pour les jeunes, qu'on peut dévier à l'adolescence, mais qu'il faut une deuxième chance. On est la région de la deuxième chance. Voilà. Je suis désolée, j'ai été très longue sur la jeunesse, mais c'est vraiment, avec les transports, pour moi, le cœur des compétences de la région. Et je m'aperçois que j'ai été un petit peu longue, donc je vais conclure, mais je voudrais conclure en parlant de 2 derniers sujets. Le premier, c'est l'environnement. Vous ne le savez peut-être pas, vous êtes parisien. Mais l'Île-de-France, c'est 75% de terres agricoles et naturelles. Et nous sommes en charge, la région, de ce qu'on appelle le plan d'urbanisme Île-de-France 2040. Ce plan d'urbanisme Île-de-France 2040, on l'a construit pour que je puisse aujourd'hui, ce soir, dans les yeux, vous dire, en 2040, l'Île-de-France sera encore 75% agricole et forestière. Parce que nous avons fait un plan, et ça a été 2 ans de boulot avec mes vice-présidents, nous avons fait un plan qui permet de faire en sorte que, eh bien, à chaque fois qu'on construira quelque chose, en banlieue, évidemment, puisqu'à Paris, on n'arrive plus à construire, mais en banlieue, à chaque fois qu'on construira quelque chose en banlieue, on désimperméabilisera les sols, à Paris ou en petite couronne, dans toutes ces terres bitumées, bétonnées, notamment dans la ceinture rouge qui a été vraiment terriblement abîmée. On revégétalisera des friches, on remettra du verre, et comme ça, on peut continuer à construire des logements. Et notre objectif, c'est d'aider les maires bâtisseurs à continuer à construire, parce que la région de France est malheureusement la région du mal-logement. La région du mal-logement. Et là-dessus, c'est encore un sujet de désaccord avec la ville de Paris. La ville de Paris voulait que la région l'aide à acheter des immeubles haussmanniens pour les transformer en logements sociaux. Mais j'ai refusé. J'ai dit non. J'ai dit non parce que ça, c'est une politique malthusienne. Ça veut dire que les logements vont être de plus en plus chers et que les classes moyennes n'auront plus de logements. En revanche, j'ai dit à la mairie de Paris, si vous construisez des nouveaux logements, si vous rachetez les logements vétustes du 18e, du 19e et du 20e arrondissement et que vous les démolissez, que vous refaites des beaux immeubles de standing, là, je payerai. Et ils l'ont évidemment pas fait parce que ça ne les intéressait pas. Lutter contre le logement insalubre, lutter contre la précarité des logements, c'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est de mettre du logement social dans le 6e arrondissement. On l'a bien compris, mais c'est pas un but en soi. Pour moi. Voilà. Et tout ça étant évidemment avec des calculs électoraux qu'on connaît. Donc c'est pas ça pour moi. Et moi je suis très préoccupée parce que les logements précaires et les logements insalubres, il y en a beaucoup dans Paris. Et on aurait mieux fait de dépenser l'argent pour les acheter et les reconstruire à neuf, quitte à les surélever, parce que souvent aussi c'est des petites bicoques, quitte à les surélever, les mettre aux mêmes étages que sur le haussmannien, ce qui aurait permis de créer du logement. Et du logement pour les classes moyennes, y compris du logement social. Après, on mélange. Moi, je suis pour la mixité. Voilà. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui sur cette question environnementale. Mais moi, je suis venu vous dire, on est, nous, vraiment des écologistes. Parce qu'on va protéger cette ceinture verte de l'Île-de-France qui est extrêmement précieuse. Et, dernière chose, la sécurité. La sécurité n'est pas du tout une compétence de la région. Du tout. Mais dès qu'on est arrivé, on a décidé qu'on allait en faire. On allait en faire parce qu'on a la compétence transport, on a la compétence lycée, et qu'il y a de plus en plus de violence, enfin il y avait de plus en plus de violence dans les transports et de plus en plus de violence dans les lycées. Et qu'on ne peut pas dire aux gens arrêtez de prendre leur voiture et pas leur garantir la sécurité dans les transports.
Nous avons mis 1000 agents de sécurité de plus dans les transports depuis que nous sommes élus. Nous allons en mettre encore 1000 d'ici 2028. Quand je suis arrivée, petite anecdote, donc c'était toujours au lendemain du Bataclan, je suis convoquée par M. Cazeneuve. Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur. Et il me dit, Valérie, maintenant tu es présidente de région, ça faisait 2 semaines, hein, tu es présidente de région, il faut absolument que nous ayons accès aux caméras du métro, parce qu'il faut absolument qu'on protège les Parisiens. Je lui ai dit, mais de quelle caméra parles-tu? Parce que la gauche, avant nous, était totalement hostile aux caméras. Elle était hostile au Wi-Fi dans les lycées, elle était hostile aux caméras. Enfin, il y avait plein d'idéologies. Donc, pas de caméra. Et donc, je lui dis, il n'y a pas de caméra. Alors là, il tombe assis, parce qu'on était quand même dans une période de risque Vigipirate rouge, il n'y avait pas de caméra dans les transports. Bien sûr, nous, on a mis des caméras. On en a mis 80 000 en toute l'île de France. Et on les a mises en essayant d'éviter les trous dans la raquette, c'est-à-dire aussi dans les gares routières, là où on attend les bus, un peu partout, dans les rames, partout. Et on a fait mieux, c'est qu'on a fait un projet conjoint avec l'État. Nous avons mis à la préfecture de police une très très grande salle dans laquelle on a un retour des 80 000 caméras. Et dans lequel il y a Île-de-France Mobilité, la SNCF, la RATP, mais aussi la police, les gendarmes, Sentinelle. Alors, moi je voudrais en parler 5 minutes parce que mon opposition, quand j'ai fait ça, elle a évidemment, elle a hurlé. Et elle a hurlé parce que elle disait que c'était contraire aux libertés, qu'il fallait qu'on puisse se transporter sans être filmé. Alors je leur avais proposé qu'on fasse une expérimentation. Je leur avais dit, faisons une expérimentation, mettons les caméras à l'avant du métro, et pas de caméra à l'arrière. Et on verra où les femmes vont monter. Si elles veulent être filmées, pas filmées. Protégées, pas protégées. Et donc ils avaient hurlé, ils avaient dit, c'est les caméras Pécresse des femmes en détresse. Ça rime, la rime est riche. Et ben je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est les caméras Pécresse des femmes en détresse, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand une femme se fait agresser dans les transports en commun, on a la caméra et donc on a la preuve. Avant, toutes les agressions sexuelles et sexistes dans les transports étaient impunies. Pourquoi? Parce que quand vous dites « Oh le métro il était bondé, la dame elle s'est fait des illusions, elle s'est fait des idées, ma main elle était là par hasard, j'ai pas fait exprès, etc. » Bon ça marche quand il n'y a pas de caméra. Mais quand il y a des caméras, on voit tout, on a l'image, donc on a la preuve. Et donc, évidemment, pour la première fois grâce à ces caméras, on a pu vraiment identifier les malades des transports en commun. Et puis je peux vous dire que les harceleurs des transports en commun, comment vous dire, c'est pas des harceleurs d'occasion, c'est des multirécidivistes. C'est un mode opératoire, on va dire. Donc, et 1/3 des femmes agressées dans les transports en commun sont mineures. 1/3. Je le dis parce qu'il y a des femmes dans la salle. Si vous faites agresser dans un transport en commun, portez plainte. Faites le 3117, le numéro d'urgence que j'ai fait. Pourquoi il faut porter plainte? Vous-même, vous pouvez vous dire, bon, ben voilà, c'est passé, c'est derrière moi, j'ai autre chose à faire. Mais vous portez plainte pour que la personne soit arrêtée et qu'elle ne puisse pas refaire la même chose à une gamine de 14 ans. Donc vous protégez les autres. Donc il faut porter plainte. Voilà. Donc oui, les caméras, ça marche. Et alors ça marche même, parce que la gauche m'a aussi dit, j'ai eu droit à France Inter, Madame Pécresse, il n'y a aucune étude sérieuse qui dit que les caméras, ça fait baisser la délinquance. Aucune. Ce qui est vrai, parce que nos chercheurs, ça ne les intéresse pas de chercher sur ce sujet. Il n'y a pas d'étude. Je lui dis, c'est vrai, mais moi, j'ai juste l'expérience empirique de mes mères qui me disent que ça fait baisser la délinquance chez eux, en banlieue. Donc je me dis, il faut quand même qu'on essaye à Paris. Bon, très bien. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire, d'abord, la délinquance baisse dans les transports en commun. C'est la vérité des chiffres. Or, elle augmente absolument partout ailleurs. Donc, si la violence augmente dans le pays et qu'elle baisse dans les transports à Paris, c'est que c'est efficace. Premièrement. Deuxièmement, j'ai un autre chiffre. J'ai 30% des flagrants délits dans les transports en commun aujourd'hui. 30% des flagrants délits, les pickpockets, les harceleurs de femmes, etc. 30% les injures, 30% des flagrants délits se font par vidéopatrouille. Par des petits, pas petits d'ailleurs, par des policiers qui sont devant les caméras dans un petit bureau à la préfecture de police qui regardent les caméras. Et ils voient.
Et ils appellent leurs collègues de terrain pour qu'ils aillent intervenir. 30% des flagrants délits se font par vidéo patrouille, c'est-à-dire en regardant la caméra. Et c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'un pickpocket, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Mais en revanche, la caméra, vous le voyez. Surtout qu'après, on connaît les modes opératoires des pickpockets. Il y a même des femmes qui sont agressées dans un transport en commun qui ne s'en rendent même pas compte elles-mêmes. Elles croient que c'est parce que le train est bondé. Mais le monsieur sur la caméra, il voit que le train n'est pas bondé et que le type, il est en train de se frotter sans raison. Voyez. Donc oui, on a fait de la sécurité. Et on a fait aussi de la sécurité dans les lycées. On a créé des brigades régionales de sécurité. J'en suis particulièrement fière. Au départ, elles étaient 25 personnes. Maintenant, on va monter à 100. Les brigades régionales de sécurité dans les lycées, c'est des brigades qui interviennent quand il y a des intrusions, quand il y a des injures à des profs, quand il y a du racket, quand il y a du trafic. Elles interviennent. Elles ont fait 1400 interventions depuis septembre. 1400 interventions, uniquement à la demande des proviseurs. Parce que moi, en matière de sécurité, on me demande, je paye. Nous avons sécurisé 400 lycées. Il n'y avait pas une caméra de vidéoprotection dans les lycées parce que c'était pas bien. Les lycées ne devaient pas être protégés. Bon. Et les brigades de sécurité, la gauche a dit, c'est les vigiles de supermarché de Valérie Pécresse. Alors je tiens à dire que ce n'est pas vrai, qu'ils sont spécialement formés évidemment à la médiation en milieu scolaire. Évidemment, ils ne sont pas armés. Et ils amènent une sérénité et ils apaisent le climat scolaire. Voilà. Et la vérité, c'est que j'ai de plus en plus de proviseurs qui me les demandent à demeure à l'année, qui voudraient que les gardes ils soient à demeure à l'année. Voilà. Donc on va continuer à faire des investissements en matière de sécurité. Et si ça ne plaît pas, tant pis. Si ça ne plaît pas à l'opposition, tant pis. On va continuer à faire des actions en matière de laïcité. Et si ça ne plaît pas à l'opposition, tant pis. Oui, parce qu'on a fait voter aussi une charte de la laïcité qui dit que dans tous les services régionaux, ceux qui portent atteinte à la laïcité n'ont plus le droit à 1 euro. Parce qu'avant, on subventionnait les associations, on n'allait même pas vérifier ce qui se passait dans les arrière-salles. Maintenant, aujourd'hui, si une association fait du prosélytisme religieux, on lui suspend sa subvention. Voilà. Évidemment, l'opposition a voté contre. Le paradoxe, c'est que le Rassemblement national a voté contre aussi. Il a voté contre la charte de la laïcité et le bouclier de sécurité. Pourquoi ? Mais parce que s'il n'y a plus de problème, les amis, il n'y a plus de Front National. Et donc, il ne fallait surtout pas que la région, elle fasse des choses. Voilà. Et donc, c'est pourquoi ils n'ont pas voté, non pas parce qu'ils étaient contre, mais parce qu'ils ont voté contre, parce qu'ils ont dit c'est la compétence de l'État, c'est pas à la région de faire. Évidemment, si nous améliorons votre quotidien, les gens seront plus heureux, et s'ils sont plus heureux, ils seront moins en colère, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis parisiens, sur un petit peu quelle est la vision que j'ai de la région. Une région apaisée, une région qui aime sa banlieue, mais qui aime Paris aussi, et qui veut faire rayonner Paris en la rendant plus belle, moins polluée, et évidemment plus rayonnante. Merci Valérie. Donc on va passer maintenant, puisque l'heure du match approche, et puis on se retrouve, je crois qu'on pourra tout à l'heure se retrouver autour d'un verre, pour ceux qui ne veulent pas aller voir le match. De produits en Île-de-France, parce que nous n'avions pas de marque de produits en Île-de-France, et c'était quand même un peu ballot, on est une très grande région agricole, qui n'était pas fière d'elle, donc vous aurez des produits d'Île-de-France, de nos agriculteurs, qui vous seront offerts aujourd'hui. Parfait, merci. Donc on va peut-être passer aux questions, et donc il y a Melvin Fro qui est très sympathique et qui a un micro qui fonctionne, donc qui est prêt à le donner à ceux et celles qui veulent intervenir. Alors levez peut-être plusieurs, voilà, monsieur. Oui. Monsieur, on va progresser comme ça. Monsieur, D'accord. après madame, voilà. On a 6 ou 7 questions. Alors, des questions, pas des déclarations. Exactement. Merci pour cette conférence. Je m'étonne qu'on soit si peu nombreux. Je suis de la rue de Rennes. Parce que la région, oui. il faut qu'on la fasse connaître. Bon. Il y a on a déjà bien rempli cette salle. Hein. Oui, c'est rempli. Il y a des plus grandes salles. Oui, autrement, effectivement, je pense, en termes de sécurité, le couteau dans les lycées. Est-ce que vous prévoyez des portiques de sécurité pour augmenter cette sécurité? Alors, je vais, pour tout vous dire, réunir la semaine prochaine tous mes proviseurs, lycée public, lycée privé, pour en parler avec eux. Moi, à ce stade, jusqu'à présent, on a été hostile au portique pour 2 raisons. 1, parce que le problème, c'est que tout va sonner.
et notamment les portables. Donc en fait, ça va provoquer des bouchons à l'entrée des lycées, puisqu'il faudra, comme dans les aéroports, il va falloir faire la queue, poser les trucs, etc. Donc, on a peur que ce soit beaucoup de bruit pour très peu de collecte. Pourquoi très peu de collecte? Parce que la plupart des lycées, alors c'est pas forcément le cas dans Paris, mais la plupart des lycées ont des grandes cours ouvertes. Et donc en fait, rien ne sera plus facile à un gamin que de mettre son couteau sous la grille du lycée dans la cour et d'aller le récupérer après. Donc j'ai le sentiment qu'on va beaucoup embêter tous ceux qui n'ont rien à se reprocher, et que celui qui aura une idée derrière la tête, il arrivera toujours à trouver, à faire le mur, vous voyez. Alors, c'est pas forcément vrai dans tous les lycées parisiens. C'est pour ça que je veux réunir tous mes proviseurs. C'est parce que moi, dans la vie, j'ai compris qu'une seule chose. Pourquoi la décentralisation est une bonne chose? C'est parce qu'il y en a marre des lois faites toutes pareilles pour tout le monde. Vous savez, c'est comme quand on disait on chose pas tous du 35 au moment des 35 heures. Ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, cette histoire de portique, j'en fais pas une histoire idéologique, moi, contrairement à d'autres. Je suis ni pour par idéologie, ni contre par idéologie. Ce que je veux, c'est répondre aux proviseurs. Or, il se trouve que dans Paris, il y a quelque chose d'un peu singulier qui n'existe pas ailleurs. C'est que quelquefois, il n'y a pas du tout de sas de sécurité entre la rue et le lycée. Parce que c'est des bâtiments historiques. Et donc, vous ouvrez la porte et vous rentrez dans le lycée direct. Et il n'y a pas de moyen de vous stopper. Dans ces lycées-là, peut-être que qui sont quand même très très fermés, alors eux pour le coup sur la rue très fermés, peut-être que certains proviseurs ont besoin de dispositifs de sécurité supplémentaires. Donc je vais en discuter avec eux. Pour tout vous dire, au moment de Vigipirate, devant ces lycées-là, on avait déployé des maîtres chiens. Parce que en fait, il fallait sécuriser l'extérieur, enfin, il fallait faire peur à l'extérieur, parce qu'on ne pouvait pas en fait sécuriser l'intérieur. Donc, moi, ce que je crois, c'est que chaque lycée est dans une situation singulière et que chaque lycée doit me dire ce dont il a besoin. Et en matière de sécurité, c'est comme ça que je procède. Alors ça, en plus, vous connaissez la communauté éducative, hein, elle tient à son indépendance, donc ça ne sert à rien de forcer les gens à avoir des choses qu'ils ne veulent pas. Moi, les caméras, j'ai forcé personne. Moyennant quoi, la première année, il y a eu 10 lycées qui l'ont demandé. La dernière année, il y en a eu 200. Vous voyez, je peux dire. Enfin, après, il suffit juste qu'il y ait quelques audacieux qui se lancent. Donc sur les portiques, si c'est utile, je n'ai aucun problème à en mettre. Ce que nous avons fait au moment de Arras, nous avons fait un dispositif qui me paraît, lui, alors, très efficace. C'est que nous avons, avec une start-up, fait des boutons d'appel d'urgence que maintenant les agents d'accueil et les proviseurs ont autour du cou, c'est-à-dire quand ils se baladent, et ces boutons sont reliés directement au commissariat. Nous sommes en train de les déployer. Et l'intérêt de ces boutons-là, c'est que si jamais il y a la moindre problème, on n'a pas besoin d'aller appeler quelqu'un. Ils appuient. Tout de suite, le commissariat leur parle, dialogue avec eux, et ils disent il y a quelqu'un qui a un couteau, venez tout de suite. Ce qui, à mon avis, dans Paris, est quelque chose qui est assez adapté, parce que vous êtes toujours quand même pas très loin d'un commissariat dans Paris. Mais je suis prête à aller plus loin. Voilà, je suis prête à aller plus loin. On a mis des sas, on a mis des clôtures, on a mis des caméras, on a mis des boutons d'alerte. S'il faut aller plus loin, je n'ai pas d'hostilité à le faire. Mais ce sera la demande des proviseurs. Madame. Et ce sera public et privé, parce que les deux ont besoin de sécurité. D'ailleurs, Notre-Dame, à Nantes, c'était un lycée catholique qui a eu. Oui, bonsoir. Et pardon, je finis. Et on a même des projets, enfin, on a même des aides sur les transports des lycéens. C'est-à-dire que, parce que souvent, quand le lycée est bien sécurisé, la délinquance se reporte à l'extérieur du lycée, soit à l'arrêt de bus, soit sur le chemin des gamins. Donc, on peut aussi très bien imaginer de faire de la sécurisation des alentours du lycée. Et ça, il faudrait que la ville de Paris nous y autorise, puisque c'est elle qui est en charge de la voirie. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant les transports. Alors, pardon, je finis sur le monsieur. Au moment, non mais parce que c'est quand même important. Au moment de l'atroce assassinat de la jeune Philippine derrière Dauphine au bois de Boulogne, j'ai écrit à la maire de Paris pour lui dire que j'étais prête à financer à 50% des caméras dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes, parce que ce sont deux endroits qui sont très difficiles à sécuriser. À ce stade, nous n'avons pas encore eu complètement la réponse. Mais le problème, c'est que je ne peux rien faire. On est sur voirie publique, là, on est vraiment en compétence ville.
Oui. Alors, concernant les transports, personnellement, je me déplace à pied et je suis usagère des bus dans Paris. Alors, j'ai entendu que maintenant, certaines lignes de bus vont être confiées à d'autres prestataires, mais j'aimerais savoir quelles sont les lignes impactées. Est-ce que les arrêts seront les mêmes ou est-ce que les lignes vont être modifiées ? Les tarifs, est-ce qu'on aura le même titre de transport, etc. Et la fréquence, parce qu'il y a certaines lignes de bus actuellement, on les attend 20 minutes. Voilà. Donc c'est des questions vraiment très concrètes. Alors, à ce stade, rien ne changera. Enfin, rien ne changera, puisque, en fait, les opérateurs ne seront pas... l'autorité organisatrice, ça devient nous. Ça n'est plus la RATP, c'est nous. Mais depuis déjà des années. C'est nous qui achetons les bus, c'est nous qui sommes propriétaires des bus, c'est nous qui électrifions les dépôts, c'est nous qui mettons les bus propres, c'est nous qui avons, avec la ville de Paris, refait le plan de bus au terme de 5000 consultations d'habitants avec des dizaines de réunions de quartier. On a refait le plan de bus à Paris avant le Covid. En revanche, ce qui s'est passé à Paris et qui a été un désastre, c'est que pendant 3 mois, nous n'avons pas eu de président à la RATP. Vous savez, la présidente de la RATP a démissionné, et puis M. Castex est arrivé. Jean est arrivé qu'en décembre. Donc on a eu 3 mois sans président, juste après le Covid. Et ça a été une catastrophe parce que après le Covid, il y a eu ce qu'on appelle la grande démission. C'est qu'une série de Français qui étaient sur des travails postés, c'est-à-dire sur des travails non télétravaillables, ne sont pas revenus travailler. Alors, il y avait un peu de peur, il y avait un peu, je ne sais pas, mais il y a eu ce qu'on appelle la grande démission. C'est un phénomène qu'on a connu, y compris pour les infirmières, il y a eu plein de métiers dans lesquels il n'y avait plus. Et donc, on a perdu à la RATP des dizaines et des dizaines de chauffeurs. Et en 2023, on a eu une catastrophe industrielle, c'est-à-dire 25% des bus qui n'ont pas circulé à la RATP. Donc on a un peu remboursé les usagers à l'époque, mais parce que j'ai instauré un remboursement obligatoire des usagers, parce que je considère que c'est la moindre des choses quand le truc marche pas, même si vous préféreriez avoir les bus plutôt que le remboursement, ça je l'entends, mais enfin c'était un signe de respect vis-à-vis des usagers, de rembourser. Donc on a remboursé, mais surtout j'ai dit à Jean, tu me recrutes des conducteurs immédiatement, tu me les formes, etc. Donc il a fait un plan bouchée double parce qu'on avait les JO. Donc il fallait qu'on les ait recrutés, qu'on les ait formés avant les JO. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, normalement, on est à peu près bon sur les chauffeurs. Même si, comme ils sont un peu jeunes, quelquefois, ils font des bêtises, mais normalement, on est bon sur les chauffeurs. Maintenant, le vrai problème que vous avez sur l'attente des bus, c'est la circulation dans Paris. Et ça, malheureusement, il y a 6 ou 7 points de régularité des bus, de dégradation de la régularité des bus, qui est liée aux embouteillages. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, l'ouverture à la concurrence. Ne soyez pas trop angoissés, d'abord parce que c'est pas pour tout de suite dans Paris Intramuros, ce sera pas avant fin 26. Donc c'est pas tout de suite. Parce qu'on va progressivement. Non, ça a commencé au 1er janvier 2025, mais il y a 12 réseaux. Et les 2 réseaux de Paris, c'est les derniers réseaux. Donc ce sera fin 26 que ça commencera. Voilà, dans Paris Intramuros. Donc c'est pas tout de suite. Mais d'abord, rien ne dit que ce ne sera pas la RATP qui les aura. Parce qu'en fait, la RATP candidate. Là, il se trouve, ils ont eu une mauvaise surprise, c'est que, voilà, ces appels à projets, c'est des plis fermés, je ne sais pas qui candidate. Quand on dépouille l'offre, on ne sait pas qui est le candidat. Les 2 meilleures offres sur le réseau de Clamart, la meilleure offre, c'était les Italiens de Milan. Et sur la Seine-Saint-Denis, la meilleure offre, c'était Transdev. Mais Transdev, ils opèrent des bus dans toute l'Île-de-France déjà. Voilà. Mais ça, c'est en banlieue. À ce stade, dans Paris, vous n'avez que des bus RATP encore. Et la RATP candidate à chaque fois. Donc elle peut, si ça se trouve, elle a gagné 3 réseaux déjà. L'attribution est prévue, je crois, sur le septembre 26, je pense. Non ? Octobre 26. Octobre 25. Octobre 25 pour une entrée en
en vigueur fin 26. Et de toute façon, vous n'aurez aucun changement sur le terrain à mon fin 26. L'attribution sera en octobre 25. Mais pas avant fin 26, mais après fin 26, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, rien ne change. Les stations ne changent pas, le nombre de bus ne change pas, les trajets ne changent pas. Les tarifs, c'est nous qui les fixons. Je vous rappelle qu'on a fait un ticket unique de bus à 2 € et non plus à 2,15 €. Et puis qu'on a fait pour les franciliens, ça, qui est bien plus avantageux. Pour les franciliens qui ne prennent pas... Alors oui, ça je vous en parle, parce que je veux en parler parce qu'on me dit que dans certains arrondissements, on ne fait pas la pub. Ça, c'est le pass des télétravailleurs, c'est le pass des cyclistes, c'est le pass de tous ceux qui prennent les transports, pas tous les jours. C'est Liberté Plus, 1,60 € pour le bus, 1,99 € pour le métro. Et si vous faites bus plus métro ou tram plus métro, la correspondance est offerte. Voilà. Et vous n'avez pas à vous préoccuper. Parce que le problème qu'on a, c'est comme on a fait 2 tickets, un ticket métro, train, RER et un ticket bus, pour les Parisiens, c'est devenu un peu plus complexe. Avec ça, 0 souci. Vous badgez et il calcule tout seul. Si vous êtes sur le métro, c'est 1,60 €. Si vous êtes sur le bus, c'est 1,60 €. Si vous êtes sur le métro, c'est 1,99 €. C'est 0 souci. Et je confirme que dans le 6 Magazine qui sort cette semaine, vous avez une page consacrée à ça. À Liberté Plus. Et pour l'avoir, il faut aller soit dans une station de métro, soit il faut le commander sur Internet. Mais c'est vraiment trop cool. Donc n'ayez aucune crainte, madame. Voilà. Aucune crainte. Oui, ma question, elle était justement complémentaire à ça. Je découvrais justement ce soir ce Navigo, mais c'est pas un Navigo, c'est juste un ticket. Non, c'est une carte. Navigo. À 1,99 €. Non, c'est une carte. C'est une carte. Est-ce que vous avez une voiture? Oui, mais elle reste garée. Est-ce que vous voyez le système du télépéage autoroutier? Oui. Vous prenez un abonnement gratuit et à chaque fois que vous passez, il vous facture le mois d'après. C'est une carte de libre circulation avec post-paiement de la facturation. D'accord, mais c'est pas un pass Navigo. Ça ressemble à un pass Navigo. Ah oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un a un Liberté Plus dans la salle? C'est comme le Canada Drive vis-à-vis de l'alcool, c'est à peu près la même chose. Ça ressemble à ça, vous avez votre photo dessus. Regardez, monsieur derrière vous. Non, mais ça c'est le Navigo. Non, ça ressemble à ça. C'est un Navigo, Mais c'est un Navigo spécial où vous êtes facturé à l'usage et non pas au mois. Alors cela dit, pour les seniors, j'ai fait un Navigo, on a fait un Navigo demi-tarif en 2018 qui peut être mensualisé à 40 € par mois et qui est plus avantageux que Liberté Plus si vous le prenez tous les jours. 43 €. Bonsoir Madame Pécresse. Merci pour les explications au niveau de la sécurité. Et moi je voulais vous parler pas des armes blanches, mais aussi du danger digital qui arrive dans nos établissements scolaires. Et donc c'est comment on sensibilise les jeunes aussi à se protéger contre tous les dérives du numérique, avec, comme on le sait tous, les pédocriminalités, etc. Et donc moi je suis parti dans la région Île-de-France, j'habite dans le 17e, et donc on a une association qui s'appelle ISA France. On a lancé au FIC à Lille, là, en grande pompe avec Guillaume Poupard de l'ENSI, Alex Good, présentateur hyper connu, médiatique, un mouvement qui s'appelle Numérique, pour éclairer les jeunes sur les dangers, mais aussi les bienfaits du numérique. C'est donner des armes de 7 ans aux lycéens. C'est comment on va, en 1 heure, faire des ateliers de sensibilisation, mais aussi des outils pédagogiques avec un ancien ministre du numérique. On avait lancé les As du web, plus de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus, parce qu'il y a eu des copies gratuites, mais bon, en tout cas, nous, on a recensé 2 millions d'exemplaires en à peu près 16 langues, même du québécois, même des différentes langues. Et donc aujourd'hui, la gendarmerie, avec le général Poguet, je ne sais plus, nous a dit c'est bien votre initiative au niveau de l'Île-de-France, mais vous créez une nouvelle fracture numérique parce que vous ne faites pas ça au niveau national et outre-mer. Donc on nous a dit chiche, lancez un projet numérique. On l'a lancé le 1er avril, c'est pas un poisson. Donc là, notre engagement en 3 ans, c'est de former 100 000 jeunes, 50 000 parents, parce que les parents sont aussi responsables de ce qui se passe, et de trouver 300 formateurs. Donc j'ai rencontré votre conseiller
grâce à Catherine Geoffroy Carvalino, à la région pour que l'Île-de-France soit la première métropole globale numérique en Europe. Et donc, je sais pas qu'on a peut-être l'occasion d'en parler, mais donc quelle est votre position sur la sensibilisation des jeunes à tout ce qui se passe au niveau... On est très engagé. Je vous ai dit qu'on faisait pas mal de pédagogie. On est très engagé sur la question des usages du numérique, sur plein d'aspects. D'abord, on a fait une expérimentation cette année. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, je n'ai donc pas tous les pouvoirs. On a fait une expérimentation sur la base du volontariat avec les lycées, 0 portable en cours. Et on a 100 lycées qui ont adhéré à l'expérimentation 0 portable en cours. Et c'est un tel succès que moi, j'aimerais beaucoup que l'Éducation nationale me le généralise. Parce que ça amène beaucoup de sérénité en cours. Et notamment, ça évite qu'on filme des cours, ce qui met les profs quand même dans une situation un peu particulière. Et puis, ça évite aussi la triche, enfin plein de choses. Même si, normalement, les portables sont censés rester dans les sacs. Donc, 0 portable en cours. Ça marche très bien. Nous, on est beaucoup sur la déconnexion des gamins. On travaille beaucoup là-dessus. On a des associations qu'on paye justement pour venir intervenir dans les lycées, pour expliquer. Parce que la vérité, le problème des concentrations des mômes et leur problème de sommeil viennent du fait qu'ils ont toujours leur téléphone allumé avec eux. 70% des lycéens, c'est l'étude qu'on a faite, 70% des lycéens font leurs devoirs avec leur portable allumé. 60% des lycéens dorment avec leur portable allumé. Donc ça dort mal, forcément. Il y a potentiellement des bips, potentiellement de la lumière, etc. Donc il faut absolument qu'on arrive à les déconnecter de leur portable. Évidemment, ça passe par les parents, mais c'est pas si simple. Et donc l'Éducation nationale a quand même un rôle à jouer. Donc on est beaucoup là-dessus. L'autre aspect sur lequel on travaille, c'est la question du cyberharcèlement. Nous sommes très engagés avec les associations de lutte contre les RICS et de lutte contre le harcèlement. C'est 2 types d'associations différents. C'est des associations qui font de la prévention. Et sur le harcèlement, le cyberharcèlement, on a beaucoup d'espèces de MOOC, de contenu en ligne, pour expliquer notamment aux jeunes filles tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se retrouver cyberharcelé. On a des référents harcèlement dans les lycées maintenant. Donc voilà, on travaille énormément sur cette question de prévention du harcèlement, en lien avec l'Éducation nationale, bien sûr, et du cyberharcèlement. Donc on est vraiment très engagé. On a aussi de la prévention sur les RICS. Sur les RICS, on fait intervenir dans les lycées notamment des associations de parents, et notamment des mamans ou des papas qui ont perdu leur enfant dans une RICS, pour dire aux gamins, on peut mourir dans une RICS. Mais pour dire aussi aux lycéens, vous pouvez devenir un assassin. Parce qu'il y a les deux, en fait. Dans la RICS, il y a l'agressé et l'agresseur en théorie. Mais une fois, par exemple, j'ai eu un cas dramatique, c'était dans un lycée de Seine-Saint-Denis, un gamin meurt poignardé. Je me précipite et je m'aperçois qu'en fait, l'agresseur, c'était le poignardé. En fait, il harcelait un pauvre môme depuis des semaines, et le pauvre môme, à un moment, il a pété les plombs, il est venu avec un couteau, et pour se défendre, il a poignardé un des harceleurs. Donc en fait, l'assassin, celui qui était en tôle, c'était le harcelé. Donc, en fait, le couteau peut aussi servir à se défendre. Il peut y avoir des gamins qui viennent au lycée avec un couteau, non pas pour attaquer, mais parce qu'ils ont peur. Donc vous voyez que... Bon, donc on doit faire de la pédagogie. Alors, il faut aussi que le législateur nous aide. Moi, j'ai un vrai problème avec le législateur aujourd'hui, parce que nous avons un Parlement qui est quand même très, très déconnecté, depuis qu'il n'y a plus le cumul des mandats, très déconnecté du terrain. Typiquement, on me vote des lois sur la sécurité dans les transports où les services de sécurité de la SNCF ou de la RATP n'ont pas le droit. Ils ont le droit de faire des palpations de sécurité sur les fraudeurs, d'où d'ailleurs mon grand plan anti-fraude, parce que le plan anti-fraude devient aussi un plan anti-couteau, hein, puisque dès qu'on a un fraudeur, on le palpe. Bon. Donc ils ont le droit de faire des palpations de sécurité, mais s'ils trouvent un couteau, figurez-vous que jusqu'à une date très récente, ils n'avaient pas le droit de le confisquer. Ils n'avaient droit que d'exclure du bus ou du métro la personne, mais qui repartait avec son couteau. Donc il pouvait rentrer peut-être à la station d'après. Truc de dingue. Donc moi j'ai dit, mais il faut qu'on puisse confisquer les objets dangereux. Mais c'est contraire au droit de propriété, cher ami. Voilà. Et là, je suis très très en colère contre le Conseil constitutionnel, parce que la loi Tabarot, donc sur la sécurité dans les transports, est passée. Donc il y a plein de choses bien dans cette loi qui permettent d'augmenter la sécurité dans les transports. Mais le Conseil constitutionnel vient d'annuler une disposition qui est très importante, c'est que très souvent on a aussi de la sécurité privée.
notamment dans les gares. Vous voyez les maîtres chiens dans les gares, ou bien de la sécurité privée dans les bus. Bon, on a très souvent aussi de la sécurité privée, parce qu'on peut pas... Les personnels de la SUGE et du GPSR, ils sont armés. Donc, pardon, mais pour recruter des personnes armées, ça se fait pas du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Il faut qu'ils montent patte blanche, il faut les former, etc. Donc, on peut pas avoir que ça. On a aussi de la sécurité privée. Eh bien, ces personnes de la sécurité privée ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit, constitutionnellement, tenez-vous bien, de faire sortir une personne violente, ni du bus, ni de la gare. C'est contraire à la liberté d'aller et venir. Donc, par exemple, imaginez, vous avez un toxico ou quelqu'un de ivre qui commence à insulter tout le monde dans le bus. Vous savez, une personne de la sécurité privée qui monte dans le bus, qui le voit, elle n'a, en théorie, puisqu'en pratique, elle va le faire sortir, mais en théorie, elle n'a pas le droit de l'évacuer, ni dans la gare. Elle doit appeler la police. Vous savez qu'on n'est pas aidé, hein. Bon, voilà. C'est pas le bon sens qui règne, quoi. Hein. Les principes, c'est bien, mais enfin, le bon sens, voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question ou Je est-ce qu'on serais se très retrouve heureuse autour d'être numérique. Une dernière question, Monsieur Berbino, qui est membre du conseil d'administration du lycée Saint-Louis. Puis après, on se retrouvera peut-être lycée autour Saint-Louis. autour d'un verre. Qu'est-ce qui tombe dans le lycée Saint-Louis? S'il y aurait juste un point, mais qui est celui du chauffage. Parlez fort, parlez fort. La question est celui du chauffage. Mais c'est vrai pour tous les lycées. Je ne comprends pas que ça ne soit pas décentralisé. Et c'est la décision. Hein, quand on entend un proviseur vous dire « Ah ben c'est la région qui règle le chauffage, donc il n'est pas... » Bon, donc c'est un tout petit point. Mais justement, c'est sur la décentralisation que je voulais vous interroger. À l'automne 2023, vous avez présenté un grand plan de décentralisation avec 45 mesures, etc. Et alors, on serait heureux de vous entendre. Il s'est rien Quel passé. est le bilan? Il s'est rien passé. Moi, j'adore tout le monde, mais je suis encore allée voir François Bayrou il y a 2 semaines ou 3 semaines pour lui dire, mais quand est-ce qu'on décentralise? Parce que je croyais que j'avais un Premier ministre décentralisateur, vous voyez. J'ai dit la même chose à Gérard Larcher au Sénat, parce que tout le monde nous promet le grand soir de la décentralisation. Tout le monde, mais on l'attend encore. Alors, je sais qu'il y a des parlementaires dans la salle qui ont peut-être des choses intéressantes à faire, mais franchement, la décentralisation... La décentralisation, pourquoi? Je vous explique. Tout ce qu'on crée aujourd'hui comme service public coûte 30 à 40% moins cher que tout ce qu'on a. Parce que tout ce qu'on crée aujourd'hui, on le crée avec du numérique, on le crée avec l'intelligence artificielle, on le crée avec des nouveaux process. Voilà. Donc tout ce qu'on crée coûte moins cher. Donc si vous dites, aujourd'hui, je ferme une administration de l'État, et je dis à la région, faites la même chose, vous me donnez la moitié de ce que l'État donne, de ce que l'État paye, et je vous fais la même chose. C'est ça la vérité. Mais je vous le jure, hein, en matière d'orientation, on fait des trucs incroyables. Maintenant, on fait presque tout par Internet, et on fait en visio, et on fait des choses. On arrive à faire des choses pour 2 fois moins cher. À la région, quand je suis arrivée, j'ai fermé 15 structures. J'ai eu droit à toute la presse contre moi, les plans sociaux de Valérie Pécresse. J'aimais pas l'environnement, j'aimais pas la culture, j'aimais rien. Et on a récupéré l'argent et on l'a fait à partir des fonctionnaires de la région. Eh bien, on a économisé 50% de frais de structure à chaque fois. 50%, parce qu'il y avait des loyers, parce qu'il y avait des bureaux, parce qu'il y avait des frais, des conseillers en com, des DRH, des gestionnaires, des frais de structure à chaque fois. J'ai supprimé les structures et j'ai tout rapatrié. La vérité, les grands économistes du monde entier qui regardent l'intelligence artificielle aujourd'hui nous disent que dans les emplois administratifs, je parle des emplois administratifs, je ne parle pas des cuisiniers des lycées qu'on ne remplacera jamais, ou des infirmières qu'on ne remplacera pas non plus, ou des professeurs, mais l'intelligence artificielle peut faire gagner sur les tâches administratives jusqu'à 16% de productivité. Voilà, tous les courriers, toutes ces choses répétitives. Il suffit de leur demander de le faire à l'oral et ils vous l'écrivent. Voilà. Alors je sais que c'est un peu déstabilisant, on se dit que c'est mieux fait par nous, mais non, en fait non. Mais c'est bien qu'on relise parce qu'il y a des erreurs. Donc il faut une supervision humaine. Mais en réalité, on va gagner jusqu'à 16% de notre temps de travail. Quand est-ce qu'on réduit de 16% les effectifs ? Voyez ? Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut fermer les choses. Parce que
Si vous voulez vraiment faire des économies, je sais que le gouvernement cherche des économies, il ne faut pas essayer de réformer un système. La réforme, ça ne marche pas. Parce que c'est très dur. Et à la fin, on finit par une réformette. Il faut arrêter quelque chose et le recréer au XXIe siècle. Mais en disant, ça doit coûter 2 fois moins cher. Et si vous me dites de faire ça, je le fais. Et je vous assure, voilà. Donc c'est ce que j'ai proposé au gouvernement. Évidemment, pour l'instant, personne n'a saisi la balle. Mais je vous assure que ça marcherait. Je vous assure que ça marcherait. Je vais le redire à Amélie de Montchalin, qui est notre nouvelle ministre du Budget, qui est quand même conseillère régionale d'Île-de-France. Madame la Présidente, je voulais savoir quel était le montant de la dette de la région et comment allez-vous participer à la baisse de la dette de la nation ? Bah, écoutez, alors moi j'avais un petit souci, c'est quand je suis arrivée, il y avait 5 milliards de dettes à la région. Les socialistes avant moi avaient doublé la dette dans le dernier mandat. Donc on était dans une spirale comme ça. Si ils avaient continué sur le même trend, s'ils avaient été réélus, vous auriez aujourd'hui 10 milliards de dettes à la région Île-de-France. Bon, heureusement nous sommes arrivés, donc on a fait des économies massives. On a fait 20% en 10 ans d'économies de fonctionnement. Et on était une collectivité qui ne faisait que du fonctionnement. On saupoudrait surtout. On avait 40 millions d'euros par an qui étaient donnés à des associations qui n'avaient jamais rendu de compte-rendu d'activité. Jamais rendu de compte-rendu d'activité. Donc on a tout arrêté. Ça nous a fait vite des économies, cela dit. Mais comme j'avais 6 milliards d'euros de lycées à refaire, on a trouvé l'usage de l'argent. Donc le sujet, c'est cette dette. Je ne l'ai pas remboursée. Pourquoi je ne l'ai pas remboursée ? Parce que pendant mon premier mandat, les taux étaient négatifs. La région était tellement bien gérée que les taux étaient négatifs. Donc je ne l'ai pas remboursée, je l'ai encore. Ce qui aujourd'hui m'embête parce que, évidemment, comme j'ai cette dette, il n'est pas question que ma dette augmente. Aujourd'hui, nous sommes à 6,5 milliards de dettes à cause du Covid et de la guerre en Ukraine, parce que tous les coûts se sont inflatés. Et donc on a un petit peu augmenté la dette. Mais la dette de la région, en 9 ans, elle a moins augmenté que l'inflation. Donc c'est quand même très raisonnable. Et on a fait un plan d'investissement de folie furieuse, parce que je vous ai parlé des 6 milliards d'euros pour les lycées, mais nous avons aussi 1 milliard d'euros de contrat de plan État-région sur l'enseignement supérieur et la recherche, parce que pour moi c'est clé en investissement d'avenir, et les bâtiments universitaires en avaient besoin. Donc j'ai forcé l'État à faire 1 milliard d'euros d'investissement, 50-50 avec la région sur l'université. Et puis, on a fait des contrats de plan sur les transports colossaux. On a fait 8 milliards le dernier contrat de plan, et là, on est à nouveau à 8 milliards 3, et la région, pour la première fois, a accepté de mettre 1 milliard de plus que l'État. Alors, comment je contribue à la baisse des déficits de l'État ? En investissant 1 milliard de plus que l'État, par exemple, dans les transports, alors qu'on devrait être à 55 ans, et en me substituant à l'État sur un certain nombre de sujets où c'est lui qui devrait payer. Je dois vous avouer que cette année, je me suis mise en colère. Parce que l'État, nous, on vote rien en déficit. Nous, on a maîtrisé notre dette depuis 9 ans. Donc, on n'est en rien responsable de la dérive de ce qui se passe. Et en plus, on répare les lycées qui étaient dégueulasses. On répare les transports qui étaient dégueulasses. On investit dans l'enseignement supérieur et la recherche pour investir dans l'avenir. Enfin, je veux dire... Voilà, on dépense, il n'y a pas... Moi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai pas 1 euro de la région que je regrette d'avoir dépensé, vous voyez, où je me dis, ça a été complètement inutile, j'aurais pas dû. Donc, bon. Et j'ai baissé de 20% mes frais de fonctionnement. J'attends que l'État fasse de même. Vous voyez, 20% en 10 ans, c'est quand même beaucoup. On est la région qui a le plus faible taux de dépenses de fonctionnement par habitant. Bon, je vous dis tout ça. Et l'année dernière, l'État dit, on va faire... Au départ 5 milliards, ensuite 2 milliards d'économies sur les collectivités. Sur les 2 milliards, il y en avait plus de 10% qui étaient pour la région Île-de-France. Toutes seules. Alors qu'il y a 40 000 collectivités en France. Bon, 40 000 collectivités, la région toute seule, 10%. Et moi j'ai dit, il y en a assez, quoi. Il y en a assez. Nous avons des urgences sociales très importantes. Je ne vous ai pas parlé de l'intégration, mais... Dans mes lycées, j'ai des gamins dont les parents ne parlent pas le français, si tu veux. Donc j'ai besoin aussi de leur ouvrir un chemin vers la réussite. Je m'occupe de l'insertion des jeunes. Toute la journée, je travaille avec des jeunes ni en emploi ni en formation pour essayer de leur donner un avenir. Bon, tout ça, ça a un coût.
Quand on reconstruit les quartiers ghettos, ça a un coût. Quand on reconstruit les transports en ruine, ça a un coût. Donc j'ai été voir François Bayrou, je lui ai dit maintenant ça suffit. Alors évidemment c'est trop facile, parce que quand vous supprimez 200 millions à la région Île-de-France, il n'y a qu'une seule personne qui gueule. Si vous faites 200 millions sur des maires, vous aurez 2000 maires qui vont gueuler. Et bien 2000 maires, au Sénat, ça pèse. Et pas qu'au Sénat, dans les territoires. Donc moi j'ai un problème, c'est que c'est injuste. Et donc j'ai dit, cette année, je me suis fâchée. J'ai dit, écoutez, c'est simple, je ne vais pas baisser mon ambition sur les lycées. J'ai des jeunes qui attendent un lycée. Moi, toute ma vie, j'ai entendu la droite et la gauche dire il faut revaloriser l'enseignement professionnel. Toute ma vie. Et on est tous d'accord qu'il faut le faire. Mais comment vous voulez dire à un gamin de 15 ans qui arrive en enseignement professionnel, en général il a été orienté, souvent contre son gré, dans une filière où il n'a pas envie d'aller, et en plus il arrive et le truc il fuit, il y a des trous dans le sol, et tout est dégueulasse. C'est pas possible. C'est la honte de la gauche de m'avoir laissé les lycées professionnels dans cet état. Donc je suis obligée de les refaire, je suis obligée de faire des campus magnifiques, je suis obligée... Parce que les bâtiments, c'est beaucoup plus que des bâtiments. Les bâtiments, c'est de la dignité. Donc je fais ça, et je ne baisserai pas mes ambitions sur les lycées, sur l'éducation, sur l'intégration, sur l'insertion. Je ne le baisserai pas, mes ambitions. Mais en revanche, j'arrête de cofinancer les dépenses de l'État. Parce que tout cet argent qu'on m'a piqué... En plus, ce n'est pas des dotations de l'État qu'on m'enlève, c'est des recettes fiscales légales. C'est-à-dire que nous aurions dû avoir droit à cet argent. Et l'État a décidé par la loi qu'on n'y avait plus droit. Donc tout ça m'a poussé à faire, cette année, des priorités. La sécurité, l'éducation, les transports, ça c'est mes priorités. Les aides aux communes, les services publics de proximité, les déserts médicaux, ça c'est mes priorités. Tout le reste, c'est la compétence de l'État. Ils se reprennent le logement étudiant, ils se reprennent les énergies renouvelables où on payait des centaines de millions d'euros pour aider à la géothermie, pour faire des énergies renouvelables en cofinancement avec l'ADEME. J'ai dit maintenant ça suffit, on arrête. Voilà. Donc je suis désolée, là aujourd'hui je ne suis pas vraiment dans une dynamique hyper positive pour aider l'État, vous voyez, parce qu'il s'aide un peu tout seul. Hein. Mais, et je trouve ça terriblement injuste. Je trouve que terriblement injuste qu'il n'y ait pas de prime à la bonne gestion. Terriblement injuste que l'État n'ait pas le courage de pointer du doigt ceux qui dépensent sans compter. Parce qu'il y a des régions qui ont 2 sièges. Il y a des régions qui ont des dépenses de fonctionnement par habitant démentes. Il y a des régions qui continuent de se poudrer. Pourquoi nous? Pourquoi on ne dit pas que nous, on est bien gérés? Pourquoi il n'y a pas jamais quelqu'un qui ose le dire, vous voyez? Donc, bon, pardon. Mais en tout cas, je voilà, me suis emportée. on le dit ce soir, Valérie. En tout cas, voilà une bonne conclusion à une bonne question. Merci à tous. Merci de ton engagement. Merci de ta fougue. Merci de ta persuasion et de ta volonté de toujours expliquer davantage. Et mon petit doigt me dit que demain, je crois que tu es à L'Haÿ-les-Roses. Exactement. Voilà. Donc, sur la ligne 14, qui a changé la vie de tous les laïciens. Donc, parce si vous voulez continuer demain, direction L'Haÿ-les-Roses, qui est magnifiquement desservie. Et après, vous pouvez continuer la ligne 14 et vous décoller à Orly. Mais là, la région Île-de-France, vous ne pouvez pas le billet. En tout cas, on se retrouve autour du verre. Merci à tous. Très bonne soirée. Et bon match.